J'ai invité aujourd'hui sur Xerfi Canal Jean-Claude Vollot, l'ancien médiateur des relations interentreprises entre donneurs d'ordre et sous-traitants et candidat à la prochaine présidence du MEDEF. L'occasion avec lui de revenir sur l'état actuel de la sous-traitance dans notre pays, sur le pacte de compétitivité, en quoi il pourrait lui apporter un ballon d'oxygène, sur Arcelor et Florange également, et donc sur ses priorités au MEDEF s'il était élu. Bonjour Jean-Claude Vollot. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Le programme est riche. On va commencer sur les problématiques de sous-traitance. Vient d'être nommé votre successeur ces derniers jours, Pierre Pelouzet, l'ex-président de la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France, qui va donc vous succéder. Dans un contexte pas facile, on vous connaît, vous avez porté fort la voix des sous-traitants face aux donneurs d'ordre. Vous avez regretté que la France, disiez-vous, soit câblé sur la culture du conflit, que ça se voit entre donneurs d'ordre et sous-traitants et que tout ceci est destructif en termes de compétitivité. C'est vraiment ça? C'est tout à fait ça. Oui. Déjà, premier commentaire, notre activité ne se pas uniquement cantonnée aux sous-traitants, à l'ensemble des fournisseurs. Cette médiation a beaucoup travaillé également pour le domaine du commerce, des services, tous les domaines. Ce n'est pas que sous-traitants et ce n'est pas que industrie. Oui. Toutes les entreprises. Donc le poste officiellement était devenu médiateur des entreprises. Alors, les sous-traitants là-dedans, quels que soient les domaines, c'est 40% de l'activité de la médiation. Alors sur le plan industriel, il y avait, bon, c'est un secret pour personne, il y avait en fait, personne n'avait jamais regardé comment se passaient les relations. Simplement, c'est lorsque l'on était devant le juge, qui avait à juger d'un conflit, et ceci prenait des mois et des années, que l'on constatait qu'il y avait en fait des relations mauvaises. Mais ce poste de médiateur demandé, je rappelle, par les États généraux d'industrie, c'est pas venu ni du gouvernement, ni de l'État, ni de l'administration, c'est venu des entrepreneurs et de l'industrie qui ont demandé la création du poste. C'est le 12e des 23 points d'États généraux d'industrie qui sont en train de se mettre en place à travers la Conférence nationale de l'industrie. Vous êtes satisfait de votre bilan ou pas? Moi, je suis très satisfait du bilan, bien entendu, Oui. parce que je vous disais le contraire, tout de même, ce serait embêtant. Oui. Non seulement on a traité des dossiers qui étaient des oppositions entre des entreprises, mais on a aussi profondément changé les comportements. Et là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir un relais assez exceptionnel de la part des boards des grandes entreprises d'abord, en plus des entreprises plus petites, mais jamais je n'ai eu un président ou un directeur général du CAC 40 ou du SBF 120 qui est venu me dire « Monsieur Vollot, ce que vous faites, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas ». Non, pas du tout. Ils ont toujours pris les sujets en considération. Enfin, on sait qu'il y a eu quand même un certain nombre de tensions, notamment avec les grands de l'automobile, Jean-Claude Vollot. Alors, ce n'est pas là que les principales tensions. Ça a été grande distribution et ça a été luxe, les principales tensions. L'automobile, très rapidement, après avoir rencontré la direction de Renault, de Peugeot, et également des grands équipementiers comme Valeo, Faurecia et autres, les choses se sont mises en place, sont instituées pour modifier les méthodes. On a, avec mon équipe, déterminé 36 mauvaises pratiques qui étaient bien ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas 37, mais bien répertoriées, étudiées avec la réponse en termes de droit, en termes de jurisprudence sur le sujet. Ce qui faisait qu'en fait, lorsqu'une de ces pratiques venait à s'avérer sur le terrain, je ne connais pas un président ou un directeur qui dit, à qui je dis, regardez, vous êtes dans l'illégalité, qui va me dire, bon, on s'en fout, on reste dans l'illégalité. Non, au contraire, c'est ce qui a fait profondément changer les méthodes. Alors, ce que je vous propose, Jean-Claude Vollot, c'est que nous regardions les derniers chiffres en matière de sous-traitance, notamment en matière de délai de paiement. Les experts de Xerfi Canal, à travers la voix d'Alexandre Mirlet-Courtois, le directeur des études de Xerfi, eh bien, donc, se sont penchés sur la situation. Regardez. En période de basse eau, un donneur d'ordre va casser les prix, négocier fortement les conditions tarifaires, réduire les délais de livraison et rallonger son délai de règlement fournisseur. Conséquence, une fragilisation de toutes les entreprises de la chaîne de production ou de commercialisation. C'est bien ce à quoi on insiste aujourd'hui. Les retards de paiement par rapport aux délais contractuels s'accroissent. Résultat, ils atteignent désormais 14 jours contre 10 jours à l'automne 2011. Le dernier rapport de l'Observatoire des délais de paiement souligne que les délais fournisseurs tendent à se rallonger depuis 2011, mettant fin à un mouvement tendanciel de baisse. Si la loi sur les délais de paiement était appliquée aujourd'hui, cela équivaudrait à un transfert potentiel de 11 milliards d'euros des grands comptes vers les PME. Résultat surtout, la trésorerie se dégrade dangereusement dans l'industrie. Les jugements se rapprochent des niveaux de 2008 et sont en dessous des niveaux alarmants de la récession de 1993.
Du coup, des filières entières sont fragilisées. Les défaillances touchent les entreprises de plus en plus grandes. Au premier rang, toute la filière de la construction et celle de l'automobile, particulièrement malmenée par la crise. Dans leur sillage, la fonderie et la fabrication de produits métalliques, la réparation et l'installation d'équipements, mais aussi le fret, le transport et plus généralement la logistique comme les centres d'appel. Le secteur de la publicité est lui aussi très malmené. Alors Jean-Claude Vollot, vous êtes inquiet aujourd'hui pour l'état de la sous-traitance, on l'a vu à travers ces chiffres, une forte dégradation de la trésorerie, des marges. Vous avez vu que selon COE Rexecode, l'excédent brut d'exploitation dans l'industrie aujourd'hui représente à peine un tiers de celui de l'Allemagne. La situation se dégrade après les remontées que vous avez concernant donc, cette sous-traitance industrielle, encore une fois, celle qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Bien entendu, mais il faut faire attention parce que là, vous êtes en train de prendre des choses assez différentes. Parce que là, on parle des délais de paiement, des dégradation de paiement, et puis après, vous... Oui, mais enfin, on sait très bien que les délais de paiement, après, jouent sur la trésorerie, Jean-Claude Vollot, on le sait. L'État des délais de paiement joue sur la trésorerie. Oui, alors, parlons de ce sujet d'abord, on est bien d'accord. Oui. Lorsqu'on a commencé la médiation, on a suivi toutes les mauvaises pratiques à regarder statistiquement lesquelles que l'on rencontrait principalement. Là, on était 2010 et l'économie était meilleure et les choses s'arrangeaient, notamment dans l'industrie. Et la LME se mettait en application. La LME, quand même, théoriquement, baissait de 30 jours les délais de paiement. C'est pas rien. Donc, au mieux, on est allé à peu près à 12 jours sur les 30 escomptés. C'est tout ce qu'on avait réussi à faire, bien sûr. Et l'Observatoire des délais de paiement de Laurent Zil l'a bien démontré. Ensuite, ce qui s'est passé, donc, et là, c'était la 4e plus mauvaise pratique sur les 36. Dès qu'on a eu une menace de dégradation, et là, quelque part, les politiques n'ont pas été très bons sur le sujet. Pourquoi ? Parce que quand, à partir de la fin de l'année dernière, on a commencé à annoncer une crise qui n'était pas là, parce que les carnets de commandes étaient pleins de toute façon, on a vu tout de suite les donneurs d'ordre, petits, grands, moyens, pas que les grands, commencer à retarder leur délai de paiement, pas respecter la LME, c'est un exercice national. C'est pas d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, sur les délais de paiement. On parlera des marges brutes après. C'est pas d'aujourd'hui, c'est très ancien comme problème. Vous savez, en 1937, Churchill lui-même expliquait en fait ce problème très français. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un mal profond. C'est quelque chose que les Français n'arrivent pas à régler. Que même avec des trésoreries excédentaires et largement excédentaires, on ne paye pas son fournisseur. C'est un vrai sujet. Je suis allé jusqu'à réfléchir, et pourtant je suis plutôt d'essence libérale, comment on pourrait arrêter le sujet. Alors M. Gallois, dans son rapport, dit on va mettre des sanctions administratives type DGCCRF. Moi, je regrette, je l'ai dit à Louis Gallois, que je connais très bien. J'ai dit, mais Louis, ça ne réglera pas le problème. Sanctions administratives, les gens, ça les fait rire. Quand la DGCCRF intervient, en général, la longueur d'analyse va durer 3, 4, 5 mois, et pour avoir un rapport, 1 an. Ce n'est pas ce qui va traiter le sujet. J'en arrive à me dire, moi, le libéral, à me demander si ce n'est pas des mesures d'ordre pénal auquel il faudra finir par arriver, parce que cette situation que vous décrivez est mortifère. Tout simplement mortifère. Alors, je vous repose ma question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, d'après les remontées que vous avez, que les marges des PME, notamment dans l'industrie, étant ce qu'elles sont, aujourd'hui, les trésoreries se dégradent de manière importante ou pas ? Alors, la détérioration des marges, c'est pas le même sujet que la trésorerie. Évidemment, il y a des liens entre les deux. L'un fait l'autre. C'est beaucoup de choses. C'est le défaut d'investissement qu'on constate depuis 10 ans. Sur les 10 dernières années, défaut d'investissement, évidemment, contraction des marges. C'est le premier sujet. On dit c'est les charges sociales qui sont très élevées, c'est tous ces sujets. C'est vrai, mais on sait très bien aussi, et je pense que votre entreprise est très bien qualifiée pour le mesurer, moins de 20% de la réalité de la dégradation de la marge. C'est le défaut d'investissement, c'est le défaut d'innovation, c'est le défaut d'exportation, la conquête de nouveaux marchés, c'est tous ces sujets. Alors, moi, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des raisons, on en parlera concernant mon engagement vers le MEDEF, c'est de dire aux entrepreneurs aussi, mais bon sang, vous êtes aussi responsables. L'État est responsable pour sa part des charges excessives, autour de 17-18% de la réalité de ce sujet, de la marge brute, donc de la compétitivité. Mais pour le reste, bon sang, assurez votre responsabilité. Et je voudrais savoir aussi pourquoi nous avons des merveilleuses entreprises qui marchent très bien dans le jus français, dans le domaine industriel et dans le domaine hautement compétitif au plan mondial. Ça existe, ces entreprises. Elles existent. Volo, il y en a une comme ça. Mais il y en a d'autres. Mon ami Gattaz en a une autre. Alors, voyez-vous, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut que les entrepreneurs prennent conscience de leur responsabilité
dans la situation de l'économie nationale. Alors, ce qu'on va faire également, Jean-Claude Vollot, c'est de retrouver Alexandre Mirlet-Courtois, qui va nous donner un peu son sentiment, le sentiment des experts de Xerfi, sur donc ce fameux pacte de compétitivité. La question posée, c'est de savoir s'il remplit bien son rôle vis-à-vis de l'industrie. Et vous allez voir que la réponse est mitigée. Oui, ça je comprends. Au cœur du pacte de compétitivité, le fameux crédit d'impôt de 20 milliards d'euros. C'est autant que la baisse de charges consentie au moment du passage aux 35 heures. Il s'appliquera de façon proportionnelle entre 1 et 2,5 SMIC, soit environ 3 500 euros, avec un effet de seuil à 2,5 SMIC, et prendra son plein effet en 2015. Son financement comporte de nombreux inconnus, car côté ressources, seule la hausse du taux moyen et normal de TVA a été précisée, soit 4 à 6 milliards. Pour le reste, ni les économies budgétaires, ni les contours de la fiscalité carbone n'ont été arbitrés. Un pur choc d'offres donc à ce stade. Et l'efficacité du ciblage sur les secteurs les plus exposés reste discutable. L'industrie capterait 20% de l'enveloppe. C'est plus que son poids dans l'emploi qui est de 11 à 12%. Le commerce, les services aux particuliers, la construction, secteur à forte densité en emploi non qualifiés, absorberait 40% du crédit alors qu'il ne représente que 30% de l'emploi. Surtout, compte tenu de la structure des salaires, la baisse du coût du travail serait inférieure à 3% dans l'industrie ou les services aux entreprises. C'est moins que dans le commerce, la construction ou les services aux particuliers, où la baisse s'échelonnerait de 3,5 à 4% selon ces Eurexecode. Le ciblage sur le secteur exposé est donc approximatif. Beaucoup de déperditions donc pour un dispositif qui se revendique de soutien à la compétitivité et qui de fait prend tout autant le visage d'un soutien à l'emploi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Claude Vollot, avec cette analyse? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que donc ce pacte de compétitivité est mal étalonné pour l'industrie? Seulement 20% pour les entreprises, donc on le répète, et puis la baisse du coût du travail qui ne serait que de 3% en gros pour l'industrie. Vous partagez leur point de vue? Mais bien entendu, le sujet du pays, le sujet numéro un que j'ai dit à Louis Gallois, c'est en fait la compétitivité internationale et l'exportation. Imaginons qu'on n'ait pas 70 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur, la vie serait belle en France. Il n'y aurait pas de problème, on réglerait tous les déficits de toutes sortes. Et donc il est là, et nous avons 80% de nos exportations qui sont industrielles, avec les pauvres 15% qui nous restent du PIB. Donc l'intérêt du sujet, c'était l'industrie, et c'est l'industrie. Les 20 milliards en question, vous savez comment j'appelle ça, moi? Une marge arrière. Mais il faut vraiment avoir fait l'ENA pour ne pas savoir ce que c'est que de constituer un prix au jour le jour quand vous êtes industriel. Quand vous réalisez votre fiche de prix pour dire voilà mon prix c'est tant, par rapport à un Allemand, vous ne prenez pas compte de quelque chose que vous recevrez peut-être dans 18 mois ou dans 24 mois, peut-être, bien entendu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un effet d'aubaine pour certains qui toucheront un chèque le jour venu. Alors vous avez vu qu'ils veulent quand même accélérer, le processus. Vous ne croyez pas quand même que un crédit d'impôt, certes totalement perfectible, tout le monde est à peu près d'accord, pourrait quand même améliorer la compétitivité à long terme dans la mesure où ça peut être une aide à la prise de décision? Écoutez, la seule manière de faire, c'est dans les éléments constitutifs du prix, à l'instant où vous le faites. C'est la seule chose, la seule manière de faire. Je vais vous emmener, moi, voir des dizaines d'entreprises industrielles et vous verrez ce qui se passe. Ce sont au moment où vous faites le prix. Bon, ce qui va se passer, c'est que les gens vont continuer d'établir le prix sur les bases d'avant, bien entendu, les seuls qui connaissent, et puis qui continueront de ne pas être compétitifs. Et regardez les résultats, c'est minime, ce n'est pas de cet ordre-là qu'il faut gagner. Le vrai sujet du rapport de Louis Gallois n'a pas été énoncé tel que je l'aurais souhaité, c'est-à-dire en disant le problème numéro un, c'est l'exportation. Je l'aurais traité dans un autre ordre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour être compétitif à l'exportation? Et on aurait décliné, évidemment, toutes les méthodes bien autrement. On aurait défini un objectif stratégique national. Et en mettant tout le monde au garde à vous là-dessus. Quand vous regardez la dernière moi je trouve que c'est d'une grande poésie, la stratégie de Madame Brick concernant le commerce extérieur. Vous avez vu ces 4 formules, bien sûr. Une poésie extraordinaire. On dirait un poème de Verlaine, ou de Baudelaire, ou peut-être plutôt d'auteurs plus contemporains. Et donc, en fait, vous vous dites, mais attendez, est-ce que ce pays est vraiment conscient
de la situation dans laquelle il est. Bon, juste pour abonder dans votre sens, et en même temps, il semblerait que la part du commerce, de la dégradation du commerce extérieur français par rapport à la zone euro soit aujourd'hui stabilisée. Alors, juste pour abonder dans votre sens, les propos de Jérôme Delbar, le président du MIDEST, le salon annuel de la sous-traitance, qui fait autorité dans la profession et qui effectivement parle de flop de compétitivité avec ce pacte. La nationalisation de Florange, vous avez dit que vous étiez pour, vous êtes vous-même lorrain. Quelle est la lecture que vous faites de cette histoire? Qu'est-ce que ça vous inspire? On ne rallume pas les hauts fourneaux, mais on ne les démantèle pas. Les 600 salariés sont reclassés sans mobilité forcée. Je n'ai pas dit que j'étais pour la nationalisation. J'ai dit qu'il était intéressant de regarder le problème Florange autrement que le font les économistes, en regardant la globalité du problème sidérurgique. Enfin, dans une interview au Nouvel Observateur, vous disiez que vous compreniez la logique d'une nationalisation la logique stratégique temporaire autour d'un établissement comme celui-là, et la possibilité qu'il puisse y avoir. D'ailleurs, vous voyez, vous connaissez un peu mes origines, je suis un chef d'entreprise, et je me dis, mais pourquoi ne pas l'étudier? Parce que c'est pas parce que je suis lorrain. Mais l'intérêt que le ministre a à voir aussi là-dessus, c'est tout de même l'équilibre social et des réseaux sur la région. Moi, je pense aussi aux sous-traitants dont vous parlez, qui sont liés à ce sous-traitant de Mittal. Et je me dis, si d'autres solutions existent, pourquoi les rejeter? L'analyse des économistes sur la sidérurgie, je dis oui. Mais la vision stratégique de créneaux spécifiques, là, à Florange, ça mérite d'être regardé différemment. J'ai quelque peu parlé de cela avec Arnaud Montebourg, et moi je ne fais partie de ceux qui n'ont pas condamné Arnaud Montebourg, et je ne condamnerai pas Arnaud Montebourg sur ce sujet, parce qu'il y a probablement des voies à aller chercher. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une crise économique très importante qui fait qu'on est dans une baisse de la demande en acier pour de très très nombreuses années? Vous êtes en train de raisonner en économiste. Mais moi je ne raisonne pas en économie, je raisonne en journaliste. Je vous pose la question, de savoir si on ne peut pas se poser effectivement cette question par rapport à une baisse durable et donc une restructuration massive pour le secteur. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire de la fonte en Lorraine? Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que les produits plats extra fins qui peuvent sortir en fait des laminoirs de cette usine-là soient des produits modernes, compétitifs. On a toujours cette vision archaïque de la sidérurgie et de l'acier. Non, les gens ont évolué, les technologies mises en œuvre sont extrêmement pointues. Et donc je me dis que probablement, mais je n'aurai confiance qu'en moi là-dessus, c'est-à-dire Arnaud Montebourg ne m'a pas demandé de faire l'analyse stratégique du sujet, mais j'ai là-dessus en me disant il y a probablement des voies. Il ne faut pas les fermer. Il ne faut pas dire radicalement Montebourg c'est ci, Montebourg c'est ça. C'est une bêtise. Cherchons les voies. Cherchons les voies. Alors vous avez vu le projet Ulcos avec les rebondissements, on ne va pas les commenter, mais c'est vrai que c'est un projet pilote qui vise à produire de l'acier vert en captant le CO2 émis à la sortie des hauts fourneaux. Et là, peut-être une chance pour la Lorraine. On va conclure. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence du MEDEF, cher monsieur Volo? Écoutez, je pense, je voyage beaucoup de par le monde puisque j'ai des entreprises dans le monde, et je commerce dans le monde entier avec les compagnies aériennes. Et quand je suis à l'autre bout de la terre et que je pense à ma France, je me dis que les entrepreneurs français sont tellement maintenant en retard, dans la majorité. Il y a toujours les 15-20% de brillantes entreprises françaises, PME, TPE, tout ce que vous voulez, ETI ou grandes entreprises, bien entendu. Mais il y a les autres. Et les autres n'ont pas une prise de conscience de la réalité. Que font-ils? Ils sont sans cesse en train de demander à l'État de les soutenir, de les aider. Et le MEDEF aujourd'hui va dans cette logique-là? Vous voulez dire que le MEDEF aujourd'hui va dans cette logique-là? Je n'irai pas sur ce sujet. Je me suis engagé auprès de la présidente à ne pas faire d'analyse de ce que fait le MEDEF jusqu'à maintenant. Mais ce que je souhaite faire, et je l'ai fait à l'université d'été des MEDEF où Laurence Parisot elle-même m'avait demandé d'intervenir en plénière, la dernière plénière, la plus importante. Et vous avez été applaudi, c'est vrai. J'ai été très applaudi en disant aux entrepreneurs, vous êtes responsables de la situation. Ne venez pas vous étonner que l'État fasse ce qu'il n'a pas à faire, parce que c'est vous qui devriez le faire. Mais alors je vous cite quand même, là aussi, interview aux Échos, le MEDEF devrait se positionner en accélérateur de l'innovation, en accélérateur de nouveaux fonctionnements en partenariat entre les entreprises et entre ces mêmes entreprises et le secteur public. En filigrane, vous nous dites que ce n'est pas ce que fait le MEDEF aujourd'hui. Eh bien voilà, le MEDEF, dans ses gènes, a deux axes. Il y a l'axe des négociations avec les partenaires sociaux, l'État, les collectivités, et puis il y a l'axe du développement économique qui, invariablement, à chaque élection, est repris. Invariablement, mais invariablement au bout d'une année, on n'en fait plus, ou peu, ou insuffisamment. Aujourd'hui, le MEDEF est complètement concentré sur le problème des négociations et néglige le reste. Et alors évidemment, si vous voulez, quand avec mon ami Ricol, on se dit, mais est-ce que les entreprises ne sont pas assez mûres pour traiter, par exemple, leurs problèmes de conflit? Toutes les fédérations
des conflits que nous citons sont membres du MEDEF. Et le MEDEF a cet énorme avantage d'être le point de rencontre. Les médiations, la fédération bancaire, quand on a fait la médiation du crédit avec Ricol, les fédérations bancaires, elle est membre du MEDEF aussi. Pourquoi n'avons pas nous fait ça entre nous et de demander à l'État de faire ça? Il y a une vraie réflexion à avoir. Une fois de plus, je veux le faire avec une certaine humilité. Surtout ne pas prétendre que j'ai la solution. Mais ce que j'ai, c'est que je pose des questions et je désire qu'on les étudie pour avancer là-dessus. Les entreprises françaises doivent devenir beaucoup plus responsables. Vous êtes le premier à sortir du bois dans cette course au MEDEF. Pas le bois. Non, vous êtes le premier à vous être présenté. Êtes-vous optimiste sur votre candidature? On peut penser que vous êtes un peu en franc-tireur. Dites donc, croyez-vous que j'irais si j'étais pas optimiste? Eh bien, Croyez-vous, rendez-vous. entre nous, croyez-vous que j'y vais tout seul? Eh bien, Croyez-vous qu'il n'y a pas derrière une armée de fantassins plus que bien armée? bon, une escouade de fantassins, donc Vous parlez. derrière l'ex-médiateur Inter-Entreprise. Merci Jean-Claude Vollot C'est d'avoir moi qui vous été remercie. l'invité de Avec xerficanal.com. plaisir. Et puis rendez-vous en 2013. Merci beaucoup.